Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Thérèse d'Équerroux. Il s'agit d'un roman de François Mauriac paru en 1927. Thérèse sort du palais de justice. Elle est accompagnée de son avocat et son père les rejoint. Son avocat, Dureau, annonce un non-lieu. Ceci est notamment dû au dire du mari qui met en avant une mégarde de sa part dans le comptage des gouttes. Les deux hommes parlent comme si Thérèse n'était pas là. Ils pensent à couvrir l'affaire comme ils le peuvent, par le retrait d'une plainte, par des journaux qui innocenteraient Thérèse, par une enquête bâclée, etc. Le père ne pense qu'à sa carrière au Sénat qui ne doit pas être entachée. Thérèse va revenir chez son mari. Elle pense alors à la conversation qu'elle va avoir avec lui sur la version à donner. Elle veut ensuite retourner chez son père. Mais il ne veut pas car cela attiserait les soupçons par rapport à la faute de Thérèse. Durant le premier trajet en calèche, elle s'endort et dans son cauchemar, elle repasse devant le juge qui aurait trouvé un élément nouveau à l'enquête. Le cocher la dévisage. À la gare, elle se remémore son amie d'enfance, Anne, et ses souvenirs du lycée. Elle pense tout dire à son mari, qui la comprendra et lui pardonnera. Elle monte dans le train puis se rend en carriole à Argelouse. Elle se souvient de la volonté des deux familles d'unir un d'Équerroux à un Larocque dès leur plus jeune âge pour une question de propriété. Elle se souvient des moments où elle croit avoir obtenu du bonheur avec son amie Anne, qui est la sœur de son mari. Elle se pose des questions. Pourquoi l'a-t-elle épousé? Soit c'était pour être la belle-sœur d'Anne, mais elle ne pense guère à cette possibilité, soit c'était à cause des terres, ou soit car elle voulait un refuge, car elle cherchait sa place. Ce n'est qu'à ses noces qu'elle se rend compte de son erreur. Elle se souvient de sa nuit de noces qui s'est mal passée. Elle ne dit rien à son mari et simule. De son côté, son mari la trouve froide. Anne tombe amoureuse de Jean Azevedo. La famille d'Équerroux n'est pas d'accord avec ça, car déjà les Juifs, et car apparemment il aurait une maladie. On confie à Thérèse la tâche de remettre Anne dans le droit chemin. Elle pense lui dire qu'il n'y a pas de bonheur dans le mariage. Anne est promise à une autre famille, les de Guilhem. Cette famille est pauvre, mais elle a des propriétés. Thérèse va voir Anne. Anne pense à Thérèse pour échanger des mots avec Jean. Thérèse essaie de trouver des arguments pour qu'elle épouse le fils de Guilhem. Thérèse propose d'éloigner la jeune fille avec un voyage. Pendant ce temps-là, ils feront plier le garçon. Thérèse est enceinte et son mari se plaint de problèmes de cœur. Thérèse va voir ce Jean Azevedo. Il lui dit ne pas vouloir se marier avec Anne. De retour, Thérèse voit son mari. Ses problèmes de santé n'étaient finalement pas si importants que ça, il n'était qu'anémique. Thérèse revoit plusieurs fois Jean, dont une fois pour écrire la lettre de rupture pour Anne. Le discours de ce jeune homme intéresse Thérèse. Il lui parle de l'accomplissement de soi-même et la non-suivi du destin dicté par les autres, ici par les familles. Quand Jean part, comme c'était prévu, Thérèse ressent une solitude. Quelques jours plus tard, Anne vient chez Thérèse, elle a trompé la vigilance de ses parents et elle est venue après avoir reçu la lettre de rupture. Elle est toujours amoureuse de Jean et elle veut le revoir. Elle va vérifier dans sa maison s'il y est. Apprenant qu'il est à Paris, elle veut y aller. Le mari de Thérèse enferme Anne dans une chambre. Ses parents viennent la chercher le lendemain. Peu à peu, ils la font plier. Thérèse accouche. Elle se sent alors encore plus loin de sa famille et est distante face à son bébé. C'est Anne qui s'occupe le plus de sa fille. Thérèse voit son mari prendre 2 fois ses gouttes de folleur, qui contiennent en fait de l'arsenic, et elle ne lui dit rien. Elle remarque que son mari en tombe malade. Thérèse utilise plusieurs fois ce produit contre son mari. Une fois le médecin porte plainte car le pharmacien lui a apporté 2 de ses ordonnances falsifiées. Le médecin finira par retirer sa plainte et on aide Thérèse à étouffer cette faute. Thérèse a fini de se remémorer son passé et elle arrive à la maison. L'accueil du mari est froid. Dès le premier instant, elle sait qu'elle ne pourra pas lui dire tout ce qu'elle a pensé lui dire.
Elle demande à son mari de la laisser partir. Il refuse et il lui soumet son plan. Il faut que, vu de l'extérieur, rien n'ait changé dans leur couple. Cependant, Thérèse restera cloîtrée dans sa chambre et n'aura accès qu'au bois. Elle vivra dans une autre maison qui appartient à la famille. On lui enlève sa fille. Son mari pense qu'elle a tenté de le tuer à cause des pains. Il dit qu'il faut qu'ils restent ensemble quelques mois jusqu'au mariage d'Anne, puis ils se sépareront en utilisant un prétexte. Thérèse monte se coucher avec son mari. Le lendemain, elle pense à s'enfuir, mais elle n'a pas un sou. Elle pense aussi à se suicider en s'empoisonnant, mais elle ne le fait pas par manque de courage et aussi parce qu'elle est interrompue par la mort de tante Clara. Enfermée, Thérèse s'ennuie. Le temps passe lentement. Elle passe son temps à fumer et à rêver d'une autre vie. Le temps est mauvais. Le mari s'en va quelque temps, puis il revient avec Anne, fiancée au fils de Guilhem. Il est accompagné du fils de Guilhem et de madame de la Trave. Le mari se rend compte que sa femme dépérit. Après le mariage d'Anne, le mari pense laisser seule sa femme à Paris pour se débarrasser d'elle. Le lendemain du mariage, ils vont à Paris. Il lui demande pourquoi elle a tenté de le tuer et comment lui est venue l'idée. Thérèse essaie de s'expliquer, mais il y a encore une incompréhension entre les deux époux. Son mari part, elle traîne au hasard dans les rues de Paris. L'individu en tant que tel n'existe pas. Seule la famille existe et il faut assurer sa pérennité. Il faut que la famille survive, c'est-à-dire qu'il faut que les individus fassent des enfants et surtout des garçons pour garder le nom. Le mari se plaindra d'avoir une fille, surtout s'il n'a qu'un seul enfant qui est une fille. Il faut que le mariage apporte quelque chose. Dans le roman, il s'agit moins d'argent que de terre. Et encore pas n'importe quelle terre, ce sont surtout les arbres qui comptent. Ainsi, les mariages ne se font pas par amour, mais par rapport au nombre et à la qualité des pains de l'autre individu. Thérèse est triplement enfermée. Elle est niée en tant qu'individu car la famille se place au-dessus d'elle et elle est plus forte. Elle est aussi enfermée car elle est une femme. Elle doit obéir à son mari. Elle ne doit pas être plus intelligente que lui. Elle ne peut pas exprimer son opinion. On lui fait toujours des reproches quand elle fume. Elle est aussi enfermée en tant que meurtrière. Puisqu'elle en est une, on se méfie d'elle, et sa quantité de droits déjà basse, ça me nuise. Il est souvent question de se débarrasser de Thérèse. Le père s'en débarrasse en la mettant en vacances chez tante Clara, et ensuite le mari va s'en débarrasser en la mettant à Paris. Le comportement qu'ont les hommes envers Thérèse se voit dès le début. Dès la première scène, les deux hommes parlent et ne font pas attention à Thérèse. La seule fois où l'on lui parle, c'est quand elle dit qu'elle décide quelque chose pour elle-même. Dans ce cas-là, on la rabroue. On ne laisse même pas à Thérèse le fait d'assumer sa faute. Thérèse est niée en tant que personne, elle est niée en tant que femme, mais par contre, elle existe en tant que meurtrière. Le cocher la regardera d'une drôle de façon. Les gens qu'elle rencontrera une fois chez elle la regarderont d'une autre façon et agiront différemment avec elle. Elle déclenche alors chez les individus une curiosité et une horreur. Elle se met enfin à exister, même si à ce moment-là, elle n'en profite pas. L'homme est vu comme quelqu'un de tout-puissant. À la fin, Bernard ne peut se résoudre à s'être trompé dans le comptage de ses gouttes. C'est lui qui gère les affaires de Thérèse. Il l'applique même à son régime alimentaire. Tous essaient de couvrir la faute de Thérèse, mais ce n'est pas pour l'intérêt de Thérèse, c'est pour l'intérêt de la famille, ou plutôt des hommes, son père dans sa course au Sénat, mais aussi pour le mariage d'Anne. Les familles passent leur temps à juger celles des autres, mais ils ne regardent pas leurs propres problèmes. Ainsi, la famille de Bernard reprochera une maladie à Jean qui peut-être n'existe même pas. Mais quand Thérèse remarque que dans la famille, eux aussi ont des problèmes de santé, son mari la fait taire. La seule personne qui pourrait la comprendre, c'est Anne. Elle aussi est une femme et elle a été éloignée de Jean. Elle devrait comprendre le mieux Thérèse, et pourtant ce n'est pas le cas. Une fois fiancée au fils de Guilhem, elle reprochera à Thérèse de ne pas s'intéresser à sa fille. On pourrait reprocher deux choses à Thérèse. D'abord, la trahison envers son ami, et cependant, cela ne partait pas d'un mauvais sentiment. Puisqu'elle a eu une mauvaise expérience de son mariage, Thérèse pensait qu'il en serait de même pour Anne. On peut aussi reprocher à Thérèse son manque d'instinct maternel, mais cependant, on fait tout pour l'éloigner de son enfant,
et Thérèse est séquestrée. Thérèse est une femme qui est souvent dans ses rêveries. Elle pense durant pas mal de temps à ce qu'elle va dire à son mari, mais elle ne lui confie pas ses pensées. Elle passe du temps à rêver à ce qu'elle veut. Thérèse pense n'avoir de réconfort que par elle-même. Elle désire être libre et mener une existence solitaire, travailler pour elle-même, s'instruire, suivre des conférences, etc. Un temps, elle pense avoir de l'aide grâce à Jean, mais il ne répondra pas à sa lettre, et à Paris, elle laisse cette idée de côté. Thérèse rate son mariage et elle ne s'en rend compte qu'aux noces. Elle rate son meurtre, elle rate aussi son accouchement qui semble ne pas exister dans ce roman. Thérèse doit toujours jouer un rôle. Dès qu'elle s'arrête de le jouer, son visage change et alors les gens disent ne plus la reconnaître. Thérèse dénote de l'image de la femme de l'époque, c'est-à-dire une femme qui était contente d'avoir des enfants, qui s'occupe de son mari et qui s'efface devant lui et qui ne travaille pas. Pour les autres, le comment est Thérèse n'est jamais de la faute de la famille ou de son mari, c'est de la faute à Thérèse elle-même ou de son caractère, ou alors c'est de la faute à son éducation. Thérèse veut des choses, c'est elle qui a voulu se marier à son mari. Une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle se rend compte de son erreur. À Bordeaux, elle souhaite aller à Paris, mais une fois à Paris, elle pense à Lalande. Une fois qu'elle est à Paris, elle aura ce qu'elle voudra. On se demande si cela la contentera ou alors si elle souhaitera encore autre chose. On peut se demander si Thérèse est centrée que sur elle-même ou bien si elle souffre de bovarisme. Elle est toujours à ne pas être satisfaite de ce qu'elle a. Il y a un bon nombre de points communs entre Thérèse et Madame Bovary. Il y a tout d'abord un mariage voulu, mais une rapide prise en compte de son erreur. Il y a sa fille qu'elle n'aime pas et qui a été retirée ailleurs. Avec Madame Bovary, la fille d'Emma est mise en nourrice. Il y a un mari qui n'est souvent pas là. Monsieur Bovary n'est pas là à cause de son activité de médecin et le mari de Thérèse n'est pas là à cause de ses activités de chasse. Il y a un manque de dialogue avec le mari qui empêche aux femmes de parler de leurs aspirations. Cependant, il existe des éléments de discordance entre Madame Bovary et Thérèse. Jean dit que Thérèse est différente des autres. C'est vrai et cela ne l'est pas. Thérèse n'est pas la seule à ne pas vouloir d'un mari comme elle a. Anne, elle aussi, a voulu se marier par amour. Mais Thérèse est la seule à garder ses idées, à faire quelque chose pour que cela change, à ne pas vouloir entrer dans le moule. Si Thérèse avait vécu quelques décennies plus tard, ses pensées auraient été normales. Les autres ne veulent jamais ce que Thérèse veut. Quand elle dit à son père qu'elle voudrait revenir vivre avec lui, il refuse. Quand Thérèse, après son retour, demande à son mari de la laisser partir, il dit non, puis il finira par faire ce que sa femme a voulu. Le titre est singulier, il associe le prénom d'une femme avec le nom de famille de son mari. Le titre ne comporte que le prénom et le nom, et il ne possède rien d'autre, il n'y a pas de verbe, pas d'adjectif. Thérèse est déjà plus elle-même, mais en plus Thérèse ne fait rien, elle est nulle part, elle n'existe que par le nom de son mari. Et ce n'est pas la seule à n'exister que comme cela. Il y a aussi Madame de la Trave qui n'existe que par ce nom-là. Elle n'a pas de prénom. Le fils de Guilhem n'existe lui aussi que grâce au nom de sa famille. Thérèse est seule et elle l'a toujours été. Son père ne s'occupait pas d'elle, son mari non plus. Elle n'a pas d'amis, même si Anne paraît en être une. Dès son enfance, celle-ci ne l'est pas, car elle demande à Thérèse d'espacer ses visites. Être seule ne semble pas chagriner Thérèse. C'est surtout le fait de ne pas être libre de faire ce qu'elle veut, d'être elle-même, qui la dérange. Dans ces familles, soit on se plie aux règles et dans ce cas-là, nous sommes acceptés, mais pour cela, il faut se renier. Soit on décide de ne pas se plier à ces règles et dans ce cas-là, on est mis de côté. Tout est vu du point de vue de Thérèse, qui n'a pas de remords mais cherche à faire comprendre le pourquoi de ses actes. Pour Thérèse, on dirait qu'elle n'a pas eu le choix, que tout s'est déroulé naturellement, mécaniquement. Elle n'a pas choisi de tuer son mari, tout s'est enchaîné de manière naturelle jusqu'à la tentative de meurtre. Elle ne ressent même pas de colère ou de haine envers son mari qui expliquerait son geste. Elle ressent juste du dégoût qui normalement ne devrait pas conduire au meurtre. Du point de vue de Thérèse, son acte paraît normal, mais si on se plaçait à l'intérieur d'un autre individu, peut-être que cette personne trouverait ses propres actes normaux, alors que Thérèse ne les verrait pas comme tels, et que cette personne trouverait comme anormal le fait de Thérèse qu'elle-même trouverait normal.
Il y a un rapprochement à faire avec Kafka, avec la métamorphose. Le rapprochement peut se faire tout d'abord avec le meurtre. Quand Grégor se transforme en insecte, de suite la vision de sa famille change. L'insecte fait horreur à sa famille. Il en est de même de Thérèse avec son mari. En second lieu, Thérèse restera la plupart du temps cloîtrée dans sa chambre, ainsi que Grégor le sera. Troisièmement, la femme qui s'occupe de Grégor ressemble aux deux personnes qui s'occupent de Thérèse. Quatrièmement, quand quelqu'un vient dans sa chambre, Thérèse regarde le mur, Grégor se cache sous le canapé. En cinquième lieu, la fois où Thérèse s'en va de sa chambre pour aller dans la cuisine où elle n'a pas le droit d'aller ressemble à la scène où Grégor descend de sa chambre pour aller dans une autre pièce où il y a d'autres personnes. Ensuite, le dépérissement de Grégor ressemble au dépérissement de Thérèse. Et en dernier lieu, Grégor ne pourra sortir de la maison que quand il sera mort. Thérèse sortira de la maison et ira à Paris que quand elle sera un peu morte. Elle devra reprendre son nom de jeune fille, la femme mariée n'existera plus. Thérèse, je voulais vous demander. Il détourna les yeux, n'ayant jamais pu soutenir le regard de cette femme, puis très vite. Je voulais savoir, c'était parce que vous me détestiez? Parce que je vous faisais horreur? Il écoutait ses propres paroles avec étonnement, avec agacement. Thérèse sourit, puis le fixa d'un air grave. Enfin, Bernard lui posait une question, celle même qui fût d'abord venue à l'esprit de Thérèse si elle avait été à sa place. Cette confession longuement préparée dans la Victoria, au long de la route du Nizan, puis dans le petit train de Saint-Clair, cette nuit de recherche, cette quête patiente, cet effort pour remonter à la source de son acte, enfin ce retour épuisant sur soi-même était peut-être au moment d'obtenir son prix. Elle avait, à son insu, troublé Bernard, elle l'avait compliqué, et voici qu'il l'interrogeait comme quelqu'un qui ne voit pas clair, qui hésite, moins simple, donc moins implacable. Thérèse jeta sur cet homme nouveau un regard complaisant, presque maternel. Pourtant, elle lui répondit d'un ton de moquerie. Ne savez-vous pas que c'est à cause de vos pains? Oui, j'ai voulu posséder seul vos pains. Il haussa les épaules. Je ne le crois plus, si je l'ai jamais cru. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous pouvez bien me le dire maintenant. Elle regardait dans le vide, sur ce trottoir au bord d'un fleuve de boue et de corps pressés, au moment de s'y jeter, de s'y débattre ou de consentir à l'enlisement. Elle percevait une lueur, une aube. Elle imaginait un retour au pays, secret et triste, toute une vie de méditation, de perfectionnement, dans le silence d'Argelouse, l'aventure intérieure, la recherche de Dieu. Un Marocain qui vendait des tapis de collier et de verre crut qu'elle lui souriait, s'approcha d'eux. Elle dit avec le même air de se moquer. J'allais vous répondre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela, mais maintenant peut-être le sais-je, figurez-vous. Il se pourrait que ce fût pour voir dans vos yeux une inquiétude, une curiosité, du trouble enfin, tout ce que depuis une seconde j'y découvre. Il gronda d'un ton qui rappelait à Thérèse leur voyage de noces. Vous aurez donc de l'esprit jusqu'à la fin, sérieusement, pourquoi? Elle ne riait plus. Elle demanda à son tour. Un homme comme vous, Bernard, connaît toujours toutes les raisons de ses actes, n'est-ce pas? Sûrement, sans doute, du moins il me semble. Moi j'aurais tant voulu que rien ne vous demeurât caché, si vous saviez à quelle torture je me suis soumise pour voir clair. Mais toutes les raisons que j'aurais pu vous donner, comprenez-vous, à peine les usages énoncés, elles m'auraient paru menteuses. Bernard s'impatienta. Enfin, il y eut tout de même un jour où vous vous êtes décidé, où vous avez fait le geste. Oui, le jour du grand incendie de Manot. Ils s'étaient rapprochés, parlaient à mi-voix, à ce carrefour de Paris sous ce soleil léger, dans ce vent un peu trop frais qui sentait le tabac d'outre-mer et agitait les stores jaunes et rouges. Thérèse trouva étrange d'évoquer l'après-midi accablant, le ciel gorgé de fumée, le fuligineux azur, cette pénétrante odeur de torches qu'épandent les pignades consumées, et son propre cœur ensommeillé d'où prenait forme lentement le crime. Voici comment cela est venu. C'était dans la salle à manger, obscure comme toujours à midi. Vous parliez, la tête un peu tournée vers Balion, oubliant de compter les gouttes qui tombaient dans votre verre. Thérèse ne regardait pas Bernard, tout au soin de ne pas omettre la plus menue circonstance, mais elle l'entendit rire, et alors le dévisagea. Oui, il riait de son stupide rire. Il disait « Non, pour qui me prenez-vous » Il ne la croyait pas, mais au vrai, ce qu'elle disait était croyable.
il ricanait, et elle reconnaissait le Bernard sûr de soi et qui ne s'en laisse pas compter. Il avait reconquis son assiette. Elle se sentait de nouveau perdue. Il gouaillait. Alors, l'idée vous est venue comme cela, tout à coup, par l'opération du Saint-Esprit? Qu'il se haïssait d'avoir interrogé Thérèse, c'était perdre tout le bénéfice du mépris dont il avait accablé cette folle. Elle relevait la tête, parbleu. Pourquoi avait-il cédé à ce brusque désir de comprendre? Comme s'il y avait quoi que ce fût à comprendre avec ses détraqués. Mais cela lui avait échappé, il n'avait pas réfléchi. Écoutez, Bernard, ce que je vous en dis, ce n'était pas pour vous persuader de mon innocence, bien loin de là. Elle mit une passion étrange à se charger. Pour avoir agi ainsi en somnambule, il fallait à l'étendre, que depuis des mois elle lui accueillit dans son cœur, qu'elle lui nourrit des pensées criminelles. D'ailleurs, le premier geste accompli, avec quelle fureur lucide elle avait poursuivi son dessein, avec quelle ténacité. Je me sentais cruelle que lorsque ma main hésitait, je m'en voulais de prolonger vos souffrances. Il fallait aller jusqu'au bout, et vite. Je cédais à un affreux devoir. Oui, c'était comme un devoir. Bernard l'interrompit. En voilà des phrases. Essayez donc de me dire une bonne fois ce que vous vouliez. Je vous en défie. Ce que je voulais? Sans doute serait-il plus aisé de dire ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas jouer un personnage, faire des gestes prononcés, des formules, renier enfin à chaque instant une Thérèse qui... Mais non, Bernard, voyez, je ne cherche qu'à être véridique. Comment se fait-il que tout ce que je vous raconte là rende un son si faux? Parlez plus bas, le monsieur qui est devant nous s'est retourné. Bernard ne souhaitait plus rien que d'en finir, mais il connaissait cette maniaque. Elle s'en donnerait à cœur joie de couper les cheveux en quatre. Thérèse comprenait aussi que cet homme, une seconde rapprochée, s'était de nouveau éloigné à l'infini. Elle insistait pourtant, essayait de son beau sourire, donnait à sa voix certaines inflexions basses et rauques qu'il avait aimées.